Arrivé à la gare maritime de Saint-Pétersbourg, le Nikolaï Karamzin nous attend. En face, les grues du port fluvial et le grand pont à haubans. Et la même vue de nuit. En suivant la Neva pour se rendre en ville, on croise une petite église enclose dans des bâtiments rectilignes de l'époque soviétique. Un pont métallique impressionnant, véritable tour de force sur ce fleuve de 800 mètres de large. Quelques exemples de maisons staliniennes collectives et peu esthétiques, peu prisées des Russes eux-mêmes, qui n'ont pourtant pas souvent le choix. Autre église désaffectée, tout ce qui reste de ce vieux quartier sacrifié au béton. On traverse le pont de la Grande Horta, dédié à Pierre le Grand, qui nous amène dans le quartier Smolny. Le couvent Smolny a été construit pour Élisabeth Ier, fille de Pierre le Grand. Elle préféra cependant renoncer à entrer dans les ordres pour pouvoir succéder à son père en 1741. L'extérieur est de style baroque, mais Rastrelli, l'architecte, n'eut pas le temps de construire le haut clocher qui devait dominer tout l'ensemble. La cathédrale au fond de la place est considérée comme son chef-d'œuvre. Les bâtiments qui l'entourent portent les couleurs bleu et blanc de Catherine II, qui fit achever les travaux de l'intérieur par Vassili Stassov dans le style néoclassique. De ce point de vue, on embrasse toute la cour du couvent. Le palais du comte Potemkin de Tauride, amant de Catherine, et qui reçut cette résidence pour ses loyaux services, en matière militaire évidemment. Le siège du KGB, ancien fief de Poutine, aussi lègue sa fonction. Le château Michel, résidence de Paul Ier qui n'y vécut que 40 jours avant d'être assassiné. L'église Saint-Sauveur sur le sang versé, c'est le nom populaire de cette église construite en 1883 à l'endroit où Alexandre II, encore enfant, a été assassiné par des révolutionnaires. Ces coupoles émaillées multicolores sont dans le style traditionnel russe du XVIIe siècle. L'extérieur est spectaculaire, avec de nombreux frontons en mosaïque dorée. Quant à l'intérieur, il est d'une fabuleuse beauté, avec ses 7000 mètres carrés de fresques, mosaïques, majoliques, faïences et céramiques diverses, qu'on ne peut malheureusement pas photographier. Ce joli bâtiment, entouré d'une grille très ouvragée, s'appelle le réfectoire. Les religieux de l'église du Saint-Sauveur y stockent les cadeaux des pèlerins et croyants. Des icônes, des bijoux, des tissus précieux, car l'architecte de l'église avait interdit qu'on dégrade le décor des murs avec des objets hétéroclites.
et un aperçu de l'intérieur. Petit coup d'œil sur l'un des nombreux canaux de Saint-Pétersbourg, creusés à différentes époques pour assécher cette zone à l'origine très marécageuse. Et on note les étonnants griffons de cette frise. De la perspective Nevski, nous ne verrons que quelques belles façades, et cette maison où Pouchkine fait habiter sa dame de pique. Sur la place Saint-Isaac, le tsar Nicolas Ier caracole en uniforme des gardes de la cavalerie. À ses pieds, des figures allégoriques de la foi, la sagesse, la justice et la force ont été sculptées sur le modèle de la tsarine et de ses filles. En face, la cathédrale Saint-Isaac, construite par Antoine de Montferrand, architecte français qui y passa 40 ans de sa vie. Le dôme est entièrement en métal, ce qui était une prouesse pour l'époque. Assise sur des milliers de pilotis en bois enfoncés dans le terrain marécageux, avec ses 48 colonnes de granit, elle pèse 300 000 tonnes. Le palais Mariinsky, ou palais Marie, abrite aujourd'hui l'Assemblée législative après avoir été la demeure de Maximilien de Beauharnais, beau-fils de Napoléon. Et pour finir, le plafond art déco de l'hôtel d'Angleterre où nous nous arrêtons pour changer des roubles. L'église Saint-Nicolas des Marins est aussi dans le quartier Saint-Isaac. Elle a été construite vers 1752 dans le style baroque, bien que peinte aux couleurs des tsarines. Sa façade est soutenue par des colonnes corinthiennes et elle est coiffée par 5 coupoles en cuivre doré. Les rayons du soleil, autre point de vue sur le décor de pierre et de stuc, sur les ferronneries dorées, et sur le clocher de l'horloge. Sur la Neva, ce palais couronné d'une tour est le Kunstkamera, premier musée de Pierre le Grand qui y installa son cabinet des curiosités. Et nous arrivons à l'ancienne bourse transformée maintenant en musée de la marine. Ce Neptune regarde la pointe de l'île Vassilevski. De ce point de vue, on aperçoit le palais d'hiver, petit ermitage vert clair, ancien ermitage beige, en bleu le théâtre de l'Ermitage, tout un quai occupé par le palais d'hiver. Après ce pont, la forteresse de Pierre et Paul avec sa cathédrale en son centre et la grande flèche d'or. Le palais d'hiver jouxte le pont Alexandre, et au-delà, on aperçoit déjà le quai des Anglais, sans doute le plus élégant de la ville. Face à l'ancienne bourse, 2 colonnes rostrales servaient de phare à l'origine. Elles sont ornées de proues de navires et chaque piédestal porte les figures allégoriques des grands fleuves russes,
la Neva, la Volga, le Dniepr, le Volkhov. Nous arrivons sur le quai de la Grande Nevka, où est amarré le sous-marin Aurore. Ce sous-marin est célèbre pour avoir indiqué par un tir à blanc le début de l'attaque du Palais d'Hiver en 1917. Au fil des nombreuses restaurations qu'il a subies depuis cette époque, il est pratiquement entièrement rénové. La conquête spatiale sous forme de mosaïque murale. La gare de Finlande, où Lénine arriva le 3 avril 1917 pour diriger la révolution d'octobre, a été détruite en 2009. Elle a été depuis entièrement reconstruite, mais de l'original, il ne reste que la porte de la façade. Le Peterhof était la résidence d'été du tsar Pierre le Grand. Les tsars aimaient la couleur jaune, alors que les tsarines aimaient les couleurs blanches et bleues. Mais dès l'arrivée, le ton est donné, décor foisonnant, dorure exubérante et motifs symboliques. Datant de 1720, ce palais est aménagé sur la terrasse supérieure d'une falaise de 60 mètres de haut. Juste au centre de la façade, sur une terrasse inférieure, la grande cascade jaillit autour de la fontaine Samson. Aucun mécanisme n'anime l'ensemble des cascades, des jets et des fontaines. Seule la pression hydraulique créée par les aqueducs du haut projette les jets jusqu'à 18 mètres pour le plus haut, la fontaine Samson. Cette pression est telle que malgré les innombrables résurgences, il faut encore soulager le système en arrosant toutes les heures la route d'eau dans les jardins du bas. Samson déployant toutes ses forces au pied de la grande terrasse et face au canal Morskoï. La grande cascade avec son double escalier d'eau. Les jardins du haut abritent aussi quelques petits palais dans le même style. Un peu d'anachronisme, nous voici à Versailles. Un peu de nature aussi.
La grande orangerie est devenue un restaurant. Et toujours le symbole omniprésent de la force de l'eau. Les jardins du bas abritent quelques jets d'eau et fontaines très originaux, créés pour le plaisir de la tsarine. Ces fontaines de marbre sont décorées de pierres semi-précieuses. Tout en haut de cette cascade à damier, bordée de statues de style néoclassique, la grotte aux Furies, dans un joyeux mélange de styles. Et voici la fameuse route d'eau, avec ses petits jets. Inondé plusieurs fois par jour, il vaut mieux éviter de s'y trouver à ce moment-là. Le jet d'eau parapluie. L'arbre d'eau, où l'eau jaillit des feuilles en jets aléatoires. Et la fontaine du soleil, dont les jets sont dirigés à 360 degrés. Derrière, un petit pavillon de repos. Tout au bout, un petit palais rouge et blanc au milieu des fleurs et des pots en céramique bleue. Il donne sur la Baltique. Même ici, si loin de la falaise, la force de l'eau est encore impressionnante. Et la Baltique grise, vue de la dernière terrasse du Peterhof. On s'éloigne du paradis terrestre de pierre, représenté ici en Adam au milieu de la fontaine. Une fontaine symétrique tout à côté représente Ève. Au milieu du canal Morskoï, avec d'un côté la mer, et de l'autre l'aile centrale du palais avec la grande cascade. Sur la route du retour, quelques jolies façades, quelques datchas colorés. La banlieue de Peterhof est très bourgeoise.